Bonjour à tous et bienvenue à ce nouveau webinaire BPI France Création. Nous sommes heureux de vous accueillir encore une fois aussi nombreux sur nos webinaires et nous sommes très contentes que vous continuiez à nous suivre. Ce nouveau webinaire donc, est consacré aujourd'hui sur la protection sociale du créateur d'entreprise. Et j'ai la chance de pouvoir le co-animer avec Agnès Nardon. Donc, Agnès, tu Bonjour es, à tous. dès que j'arrive, voilà, j'ai un problème, voilà. Excusez-moi, petit problème technique pour passer les slides. Donc, Agnès, tu es chargée de communication à l'URSSAF et donc, on va animer toutes les deux ce webinaire consacré, donc, encore une fois, à la protection sociale du créateur d'entreprise. Donc, bienvenue Agnès, merci d'avoir participé à ce webinaire. Merci Audrey. Bonjour à tous et je suis ravie également d'être présente à ce webinaire. Alors, petite règle de démarrage, vous avez un onglet donc chat, un onglet questions. Je vous remercie donc de poser vos questions dans l'onglet qui est consacré, donc l'onglet questions, ce qui me permettra en fait de pouvoir les poser à Agnès tout au long de cette intervention. Bien évidemment, vous aurez le replay donc, sur le site bpifrance-création.fr à partir de demain et le support qui est en présentation aujourd'hui sera également téléchargeable. Donc, ne vous inquiétez pas, si vous avez des problèmes de connexion ou si vous avez loupé le début ou si malheureusement vous devez nous quitter avant la fin, vous ne louperez rien. Donc voilà, donc les règles sont posées. Je vous propose qu'on démarre tout de suite sur cette thématique qui est très riche finalement, qui nécessite, je suis sûre qu'il va nécessiter beaucoup de questions. On a la chance d'avoir l'URSSAF avec nous, je pense qu'il faut en profiter. Voilà. Sur le programme de ce matin, donc on va tout simplement vous rappeler dans un premier temps qui sont vos interlocuteurs. On va rappeler les principes, certaines vérités quelque part, c'est ce qu'on peut dire. On est obligé de passer aussi par la case statut juridique parce que vous allez voir qu'en fonction de votre statut juridique, vous n'aurez pas le même statut, la même protection sociale, le même régime d'affiliation. Pareil, le régime fiscal va avoir un impact sur votre régime. Et puis ensuite, on va donc dérouler vos différentes protections sociales, surtout comment ça fonctionne, puisqu'on va voir qu'il y a finalement 3 cas possibles et donc trois règles différentes. On va également vous s'intéresser à l'ACRE, puisque c'est quand même un des dispositifs qui va vous permettre de bénéficier d'exonération. Donc, on va voir dans quelles conditions. Et enfin, en fonction de tout ça, on verra bien évidemment donc, les prestations sociales dont vous pouvez bénéficier en fonction de votre régime. Donc, tout ça va être détaillé par Agnès. Et bien évidemment, vous allez voir qu'il y a énormément de services et d'accompagnement que l'URSSAF ou nous-mêmes pouvons vous apporter pour vous éclairer dans toute cette jungle de la protection sociale. Donc Agnès, est-ce que tu peux finalement nous rappeler les interlocuteurs pour chacun des créateurs d'entreprise finalement? Oui, bien sûr. Alors, juste avant peut-être de rentrer dans le vif du sujet, rappeler une des missions principales de l'URSSAF et quel va être notre partenariat entre nous, puisqu'on sera bien un de vos partenaires. Ce qu'il faut que vous sachiez, c'est qu'à partir du moment où vous allez créer votre entreprise, en fait, c'est vous qui allez vous constituer votre propre protection sociale. Et donc, c'est en fait en payant des cotisations et des contributions sociales que vous aurez droit à des prestations, un peu comme quand votre employeur, si vous avez déjà été salarié, payez l'ensemble des cotisations, les siennes en tant qu'employeur, mais les vôtres en tant que salarié également. Eh bien, là, maintenant, c'est vous qui allez payer toutes ces cotisations et ces contributions. Et c'est grâce à cela que vous aurez des prestations sociales, que ce soit dans la maladie, la santé, les allocations familiales, etc., ou la formation professionnelle encore.
Et ce qu'il faut savoir, c'est que si on doit retenir aujourd'hui une mission principale vraiment de l'URSSAF, au-delà de l'accompagnement qu'on développera un peu plus tard, c'est que nous sommes capables d'encaisser une grande majorité de toutes ces cotisations et on est surtout capable de les reverser en moins de 5 heures aux organismes qui vous verseront les prestations. Donc, c'est pour cela qu'on arrive à garantir ce financement du modèle social que l'on connaît en France. Voilà, juste pour dire à quoi ça sert de payer des cotisations. Eh bien, ça sert à avoir des prestations sociales et une couverture sociale. Alors, au niveau de vos interlocuteurs, les principaux, en tout cas, en ce qui concerne, encore une fois, cette protection, il y a eu une grande réforme début 2020 où une grande partie des travailleurs indépendants, alors on va inclure là-dedans les artisans, les commerçants, les professions libérales non réglementées, ont basculé vers les organismes du régime général, puisque les organismes que vous voyez à l'écran, ce sont des organismes que vous connaissez, hein. L'URSSAF, bon, pour l'encaissement des cotisations, c'est ce qu'on vient de voir, avec des sites de référence qui, si vous n'êtes pas auto-entrepreneur, ça sera ursaf.fr, mais ce site pourra vous donner aussi beaucoup d'informations. Et si vous êtes auto-entrepreneur, ça sera bien auto-entrepreneur.ursaf.fr. Ça vous permet d'être sûr d'être sur le site officiel sur lequel vous pouvez non seulement faire la déclaration de votre immatriculation, mais également faire vos déclarations, vos paiements, échanger avec nous et télécharger un certain nombre de documents dont vous aurez besoin par la suite. Au niveau de la santé, vous allez rester, pour ceux qui étaient déjà à la caisse primaire d'assurance maladie ou à la CRAMIF en Ile-de-France, vous allez rester à l'assurance maladie. Il y aura simplement une mise à jour de votre carte vitale qui se fera ultérieurement. Un jour, quand vous irez à la pharmacie où on demandera une mise à jour, ça se fera automatiquement. Vous n'avez rien à faire. Et si vous n'avez pas encore de compte sur Amélie, eh bien, je vous conseille d'en créer un, bien évidemment. Et puis, le dernier organisme qui est rentré dans cette bascule, c'était l'assurance retraite. Là aussi, si aujourd'hui, vous étiez déjà à la CARSAT, à l'assurance retraite, hein, tout ça, c'est la même chose, eh bien, vous allez y rester. En revanche, cet organisme va devenir votre seul organisme, aussi bien pour votre retraite de base que votre retraite complémentaire. Aujourd'hui, quand vous étiez salarié, vous aviez la retraite de base, c'était l'assurance retraite, mais la retraite complémentaire, c'était auprès d'un des organismes qui fait partie de l'AGICARCO. Eh bien, là, en tant que travailleur non salarié, vous allez rester à l'assurance retraite pour l'ensemble de votre retraite. Et en parlant de cette retraite, pour les professionnels libéraux qui sont dits réglementés, alors, il y a une dizaine de caisses spécifiques. Ça va aussi bien pour des architectes, mais toutes les professions médicales, également les avocats, également les notaires, les experts comptables, etc. Vous aurez les deux premiers, l'URSSAF et l'assurance maladie, qui seront là pour vous accompagner, mais vous aurez au niveau de la retraite, aussi bien de base que la retraite complémentaire, un organisme de retraite spécifique. Alors, avec une petite précision en ce qui concerne la CIPAV, qui est la caisse interprofessionnelle. Il y a une vingtaine de professions qui sont encore incluses dedans. D'ailleurs, seules les professions qui relèvent de la CIPAV peuvent être auto-entrepreneurs. Pour les autres, ce n'est pas possible. Eh bien, sachez qu'à partir de 2023, en fait, c'est aussi l'URSSAF qui va encaisser les cotisations de la CIPAV et qu'il y a un rapprochement prévu donc entre ces organismes-là. Voilà ce qu'on pouvait dire peut-être sur l'assurance retraite. Peut-être une précision sur l'assurance retraite. Si vous n'avez pas de compte, je vous conseille d'en créer un, simplement pour faire une mise au point, pour faire un état des lieux, on va dire, surtout si vous avez été salarié avant. Ça vous permet de demander un relevé de carrière et de voir si tout ce que vous avez eu avant comme carrière professionnelle, tous les trimestres qui devraient être validés, voir s'ils sont bien validés, s'il n'y a pas de trou et si vous ne devez pas plutôt maintenant que dans des dizaines d'années, faire un point pour savoir s'il faut aller rechercher peut-être des informations auprès de vos anciens employeurs. En tout cas, c'est bien de le faire le plus rapidement possible. Voilà ce qu'on peut dire sur les interlocuteurs. Très bien, merci Agnès. Et d'ailleurs, j'ai donc une première question par rapport à cette création de compte que tu viens de nous indiquer. Et justement, est-ce qu'en micro-entreprise, on a également besoin de créer un compte chez Amélie? Un compte? Amélie. Ah, pardon, oui, alors bien sûr, en fait, l'assurance maladie, c'est bien votre organisme qui vous versera vos prestations.
donc quelle que soit votre activité. Et du coup, c'est bien d'avoir un compte Amélie parce que de plus en plus, vos remboursements, les conseils que vous pouvez demander ou les interrogations que vous avez, ça passera de plus en plus via votre espace en ligne personnalisé et privé pour pouvoir faire vos demandes. Donc, c'est bien de créer, si vous ne les avez pas, des comptes aussi bien sur amélie.fr que l'assurance retraite pour les prestations et bien évidemment des comptes sur ursaf.fr ou auto-entrepreneur.ursaf.fr pour l'ensemble des déclarations, des formalités qu'il faudra réaliser avec l'URSSAF. Et une petite précision du coup, est-ce que on a déjà après tout tous un compte personnel Amélie? Est-ce que finalement il y a une différence entre un compte professionnel quand on est micro-entrepreneur Amélie et un compte personnel? Ou est-ce que c'est le même? Alors, ça va être la même chose. C'est surtout, alors, je ne pourrais pas aller complètement dans le détail, mais ce qui va changer, ce seront surtout, dans certains cas, vos prestations. Mais autrement, votre compte Amélie, quand vous êtes auto-entrepreneur, vous êtes vraiment, vous allez avoir à peu près la même chose que ce que vous aviez jusqu'à aujourd'hui, peut-être avec quelques conseils complémentaires à certains moments. Mais autrement, il n'y a pas de véritable différence en fait. Vous n'allez pas être perdu sur votre compte. D'accord. Merci Agnès pour ces précisions sur les interlocuteurs. Alors, comme tu l'as dit, en fait, en préambule, effectivement, il va y avoir des postulats, des vérités. C'est tout simplement pour bénéficier d'une protection sociale, déjà, on doit payer donc des cotisations. Donc ça, on l'a bien entendu. Vous ne pourrez pas finalement donc avoir une protection sociale s'il n'y a pas un paiement de cotisation en face. Donc ça, on a également aussi évoqué en préambule que le régime social donc, sera bien différent en fonction du choix du statut juridique, mais aussi également en fonction du régime fiscal, et ça notamment sur les assiettes de cotisation. Et également, on a donc possibilité d'avoir, en tant que créateur d'entreprise, d'obtenir ce qu'on appelle l'ACRE. Donc l'ACRE, grossièrement, mais on va rentrer dans le détail, c'est donc une aide à la création ou à la reprise d'entreprise. Ce sont l'acronyme d'ACRE. Et ça permet de bénéficier finalement d'une exonération de cotisation sociale. Alors on verra qu'elle n'est pas totale, cette exonération, qu'il y a toujours des cotisations qui sont dues, mais voilà, ça permet finalement d'avoir une aide au démarrage à la création d'entreprise. Donc ça, ce sont finalement un peu les vérités qu'on peut mettre en avant sur la protection sociale. Alors, peut-être simplement, avant que tu continues, Audrey, avec le statut juridique, j'ai vu 2-3 questions passer et je voudrais, comme ça permettra de répondre. Bien évidemment, il n'y a pas un compte pro chez Amélie, c'est bien votre compte perso, puisque ce sont vos prestations en tant que personne physique, ce que l'on appelle, donc à titre personnel. Donc, il n'y a pas une création d'un compte personnel d'un côté et une nouvelle création à faire côté pro. Comme les impôts. La seule chose, c'est que vous aurez juste, comme je vous le disais tout à l'heure, une mise à jour de votre carte vitale et vous allez avoir des remboursements qui seront différents. Vous aurez peut-être des conseils un peu différents, mais votre compte restera votre compte personnel, bien évidemment. Ça, c'était la première chose à laquelle je voulais répondre. La deuxième, j'ai aperçu quelqu'un qui posait, alors je ne sais plus où c'est maintenant, mais quelqu'un qui posait une question pour les psychologues. Les psychologues dépendent aujourd'hui de la CIPAF, cette fameuse caisse interprofessionnelle des professions libérales au niveau de la retraite. Et donc, si la question, c'était de savoir si vous pouviez être auto-entrepreneur en étant psychologue, la réponse, c'est oui. Et la troisième question, c'était que j'ai vu, c'est on parle des travailleurs indépendants et des libéraux. Ce qui est la même chose, on reviendra un peu sur ces notions si vous le souhaitez, mais et la personne demandait quid des autres chefs d'entreprise, donc j'imagine pour les personnes qui sont assimilées salariées, on va rentrer dans le vif du sujet et qui sont peut-être présidents de SAS ou comme ça, on va bien évidemment aborder ce sujet-là, mais il faut savoir que justement, vous allez être assimilé salarié, donc avec des organismes du régime général classique comme un salarié, mais on le détaillera un petit peu plus tard. Voilà, et donc finalement, ça fait une très belle transition sur le statut juridique. Donc voilà, en fait, vous allez appartenir à une
ou l'autre des catégories en fonction du statut juridique auquel vous allez relever, enfin du choix de votre structure juridique. Donc, vous avez deux grandes catégories. Vous allez avoir ce qu'on va appeler les non-salariés, donc les travailleurs non salariés, ou par l'acronyme TNS, que vous avez déjà dû entendre assez régulièrement. Voilà. Donc, d'un côté, vous êtes soit TNS, de l'autre côté, vous êtes ce qu'on appelle un assimilé salarié. Assimilé salarié parce que vous avez quasiment toutes les mêmes cotisations qu'un salarié. Donc, vous relevez effectivement des mêmes prestations qu'un salarié lambda. Mais on va rentrer bien évidemment dans le détail ensuite. Alors, qui est non salarié aujourd'hui? Quand on entreprend seul, un non-salarié va être toutes les personnes qui vont être en entreprise individuelle. Que vous soyez auto-entrepreneur ou entreprise individuelle classique, vous allez être considéré donc comme un TNS, un travailleur non salarié. Ensuite, vous allez être également quand vous êtes en société, parce que vous pouvez être en société seul, donc ce qui va être le cas de l'EURL. Donc l'EURL, je rappelle, c'est une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée. Quand vous êtes gérant associé unique, vous relevez de la catégorie des travailleurs non salariés. Et enfin, pour la catégorie à plusieurs, donc à plusieurs, on est forcément également en société, la société pour laquelle vous allez être relevé en tant que gérant de la catégorie des travailleurs non salariés, c'est lorsque vous êtes un gérant dit majoritaire. Alors, quand est-ce qu'on est gérant majoritaire? Tout simplement quand on a plus de 50% du capital social, quand on détient plus de 50% du capital social, seul ou avec son conjoint ou ses enfants mineurs. Donc ça, c'est ce qu'on va… finalement, c'est toutes les personnes qui composent votre foyer fiscal. Donc, on va additionner ces parts. Et si, avec votre conjoint ou vos enfants mineurs, vous possédez plus de 50% du capital social, vous allez être considéré comme un gérant majoritaire. Mais il y a également le cas du collège de gérance. Donc, je m'explique, le collège de gérance, c'est finalement lorsque vous êtes au moins 2 gérants dans la société. Et si à vous deux, vous avez plus de 50% du capital social, vous allez être considérés comme des gérants majoritaires. Donc, dans ce cas-là, vous allez relever de la catégorie des travailleurs non salariés. Qui est assimilé salarié maintenant? A contrario, donc ça va être les gérants ou le gérant d'une URL qui n'ont pas la majorité du capital social. Du coup, donc ça va être les gérants égalitaires ou minoritaires dans une SARL, ou dans une EIRL, ce sera un gérant qui ne sera pas associé, mais rémunéré. Donc, un gérant tiers. Dans les structures à plusieurs, vous aurez la SAS. Quoi qu'il arrive, que vous ayez 100%, donc que vous soyez en SASU ou que vous soyez à plusieurs, le président ou les directeurs généraux auront donc ce statut d'assimilé salarié. Ça, c'est automatique, en fait. Vous n'aurez pas cette distinction de détention de pourcentage de détention du capital social. À partir du moment où vous êtes dans une SAS, qu'elle soit unipersonnelle ou à plusieurs, vous allez relever donc de la catégorie des assimilés salariés. Maintenant qu'on a posé le principe Alors, je vais juste compléter un tout petit peu sur les statuts juridiques. Alors, pour le côté social et pour répondre à une question, puisqu'on était sur le statut juridique, il y a une personne, je pense que tu as répondu donc, sur la cogérance. Je pense que vous avez bien compris, à partir du moment où vous êtes cogérant et que vos parts cumulées dépassent les 50%, bon, vous êtes donc tous non salariés. Pour la personne qui posait la question sur les SAS, à partir du moment où vous êtes en SS, que vous êtes président ou directeur général, vous êtes assimilé salarié. Alors, j'ai bien compris que dans un premier temps, vous ne vous versez pas de salaire, puisque là, on parle bien de salaire. Pour autant, votre statut, le jour où vous vous verserez un salaire, ce sera bien être assimilé salarié. Il n'y a pas d'autre choix. En fait, ce n'est pas vous qui faites le choix d'être non salarié ou assimilé salarié. C'est le fait du choix de la structure juridique et après du nombre de parts que vous avez à l'intérieur de cette structure qui va faire que vous êtes non salarié ou assimilé salarié. Socialement, ce qu'il faut savoir, c'est que
Un non-salarié, ça va être une personne, effectivement, qui n'aura pas forcément un salaire fixe, et notamment au départ, et qui sera toujours considéré comme un non-cadre, quel que soit le montant de son revenu. Et on verra que ça a une importance un peu plus tard, notamment pour les prestations. En revanche, un assimilé salarié, lui, va être reconnu comme salarié au sens du droit de la sécurité sociale, c'est-à-dire que vous allez avoir exactement, par rapport à votre convention collective, les mêmes organismes que vous auriez si vous étiez employé d'une structure comme la vôtre. En revanche, vous n'êtes pas reconnu au sens du travail, c'est-à-dire que vous ne cotisez pas à l'assurance chômage, vous ne vous ouvrez plus de droits, vous gardez les droits que vous aviez acquis auparavant, mais vous ne vous ouvrez plus de droits. Et le fait de ne pas cotiser de manière obligatoire, en tout cas à l'assurance chômage, c'est comme tous les créateurs d'entreprises, à partir du moment où on crée sa boîte, on va dire, eh bien, vous ne cotisez plus de manière obligatoire à l'assurance chômage. Et par contre, les assimilés salariés sont considérés comme des cadres dès le premier euro du versement de leur salaire. Et on verra que c'est une des raisons pour la différence du montant de cotisation, mais c'est aussi une des raisons pour lesquelles les prestations sont plus complètes d'un côté que de l'autre. Très bien. Merci Agnès pour cette précision. Donc, deuxième impact, deuxième conséquence, donc les régimes fiscaux. Oui. Alors, au niveau des régimes fiscaux, en fait, vous en avez deux. Alors, même s'il est en bas, je vais commencer par celui-là. Les auto-entrepreneurs n'ont pas le choix. C'est une entreprise individuelle, hein, comme l'a dit Audrey il y a quelques instants. Pour autant, au niveau du régime fiscal, c'est le régime de la micro-entreprise. Et on verra les grands principes qui sont liés à ce régime. Et vous êtes à l'impôt sur le revenu et vous n'avez pas le choix. C'est un package, c'est comme ça, ou si ça ne vous convient pas, eh bien, il faut passer à un autre régime, qui est le régime réel, qui fera que, vous verrez, il y aura beaucoup plus de comptabilité à faire, il y aura des suivis très différents. Et ce statut du réel, en fait, il va exister lorsque vous êtes en entreprise individuelle hors auto-entrepreneur, avec, alors aujourd'hui, vous le savez, il y a eu une loi qui est passée au mois de février avec des décrets d'application pour une partie du 15 mai et un décret qui est sorti hier avec la possibilité d'avoir une option sur l'IS. Alors, j'ai vu aussi tout à l'heure un message sur les EIRL. Vous ne pouvez plus créer depuis le 16 février de IRL. Parce qu'en fait, il va y avoir cette possibilité dans l'entreprise individuelle classique de faire cette option sur l'impôt sur la société. Du coup, aujourd'hui, on pourra avoir une entreprise individuelle, c'est-à-dire rester vraiment à son compte en tant que personne physique et choisir d'être à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur la société. En ce qui concerne les sociétés, URL, SARL, SAS, SASU, là, on avait déjà le choix, en fait, d'être à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés. Fiscalement, il peut y avoir des avantages d'un côté et de l'autre. On verra que socialement, par contre, il y a vraiment des impacts très particuliers et des différences entre si on choisit l'impôt sur le revenu et l'impôt sur la société. Et c'est pour ça qu'en fonction de votre statut juridique et du régime fiscal que vous allez choisir, eh bien, votre protection sociale, en fait, ne sera pas la même. Le calcul de vos cotisations sera différent aussi et on ne calculera pas vos cotisations de la même manière. Alors, juste peut-être une petite précision, du coup, puisqu'on a une question. Donc, dans le cadre d'une entreprise individuelle avec l'option à l'impôt sur les sociétés, est-ce qu'on est assimilé salarié? Non. Alors, non. Alors ça, on est bien d'accord. Les assimilés salariés, d'abord, ça n'existe que si vous êtes en société. Et ça ne peut être que sur les SAS ou les SASU, et là de manière, je dirais, de fait, puisque que ce soit le président, le directeur général vont être assimilés salariés, ou simplement en SARL. Par exemple, même si vous êtes à 50-50, mais qu'il n'y a qu'un seul gérant, tout à l'heure Audrey parlait de co-gérance et du coup on cumule les parts. Là, s'il n'y a qu'un seul gérant sur les deux, même si vous êtes à 50-50, vous êtes considéré comme égalitaire et dans ce cadre-là, du coup, vous êtes assimilé salarié. Mais en entreprise individuelle, il n'y a à ce jour, en tout cas, aucune possibilité d'être assimilé salarié. De même, d'ailleurs, comme quand vous êtes en EURL et que vous avez 100% des parts de votre société, vous êtes obligatoirement aussi travailleur non salarié. Bien, merci Agnès pour cette précision. Alors, ensuite… Donc, maintenant qu'on a posé les principes, donc je sais maintenant à peu près si je suis assimilé salarié ou si je suis un travailleur non salarié.
on va rentrer donc un peu plus dans le vif du sujet et notamment donc détailler chaque cas. Voilà, alors, comme vient de le dire Audrey, effectivement, on a 2 régimes et 3 cas, c'est-à-dire on a les non-salariés avec les auto-entrepreneurs d'un côté et les travailleurs non-salariés classiques, on va dire, de l'autre côté. Et après, on aura l'autre régime où on verra pour les assimilés salariés. Alors, tout à l'heure, je vous disais, auto-entrepreneur, régime fiscal de la micro-entreprise de manière obligatoire avec 4 grands principes, en fait. On est basé sur du chiffre d'affaires, avec des chiffres d'affaires à ne pas dépasser, en fonction de votre activité. Pour une année civile complète qui sont de 176 200 € en ce moment pour la vente de marchandises, la fabrication et la vente par exemple, ou 72 600 € pour l'ensemble des autres activités, en sachant que vous pouvez très bien cumuler 2 activités, une de vente et une de prestation de service ou une activité libérale. Simplement, ça ne sera pas un chiffre d'affaires plus l'autre, mais ça sera bien un maximum de 176 200 € en tout, dont 72 600 € au titre de cette activité de prestation de service ou cette activité libérale. Ensuite, on va être en franchise de TVA. Alors, s'il y a des questions, on pourra y revenir dessus jusqu'à certains seuils. Franchise de TVA, c'est-à-dire que vous ne facturez pas la TVA à vos clients, mais vous ne la récupérez pas non plus sur les achats que vous faites. Donc, ça s'appelle la franchise de TVA. Et puis, vous ne déduisez aucune charge et vous n'amortissez pas le matériel non plus. Ça, c'est le package, on va dire, régime fiscal micro-entreprise. Ensuite, pour vos cotisations, on va avoir un taux forfaitaire qui va varier en fonction de votre activité, qui sera appliqué sur le chiffre d'affaires global que vous allez encaisser. Et le gros avantage pour vous, ce sera qu'on va vous demander d'attendre d'avoir encaissé l'argent de vos factures pour payer vos cotisations. Ça veut dire que vous allez, comme ça, ne pas faire l'avance du paiement de ces cotisations et vous allez pouvoir préserver votre trésorerie. Et à ce taux de cotisation, à ce taux forfaitaire, sera rajoutée une contribution à la formation professionnelle qui, elle aussi, variera en fonction de votre activité. On va revenir sur les taux juste après. Ensuite, il y aura une possibilité au niveau du paiement de l'impôt sur le revenu. Il y a une option qui s'appelle le versement libératoire. On pourra y revenir. Il faut être dans certaines conditions de revenus pour pouvoir opter. Et après, ce n'est pas parce que les taux ne sont pas très importants que ce versement est intéressant pour vous. Pourquoi? Parce que vos autres revenus du foyer fiscal rentrent en ligne de compte et que du coup, il faudra absolument faire des simulations sur le site des impôts pour savoir quelle sera l'option la plus intéressante pour vous. Cette option, elle peut changer. C'est-à-dire que les premières années, ça peut ne pas être intéressant, par exemple, parce que votre chiffre d'affaires va monter doucement et que vous n'avez pas forcément beaucoup d'impôts sur le revenu à titre personnel. Et puis, plus vous allez développer votre entreprise et plus ça pourrait être éventuellement intéressant. Et du coup, vous pourrez toujours faire une demande d'option pour l'année suivante. Il faudra simplement le faire avant le 30 septembre en faisant une demande via le site auto-entrepreneur.ursaf.fr justement, puisque les impôts demandent à ce que cette option soit faite avant le 30 septembre pour une mise en place l'année suivante. Ensuite, Audrey en parlait tout à l'heure, on fera un point un peu spécifique tout à l'heure. Il y a une possibilité pour certains d'entre vous en tant qu'auto-entrepreneur d'obtenir l'ACRE, qui sera un taux réduit de cotisation de 50% entre le moment de votre création jusqu'à la fin du 3e trimestre suivant. C'est pour ça que si vous en avez la possibilité, c'est plus intéressant de commencer un début de trimestre. Mais bien évidemment, si en fin de trimestre, par exemple, là on est en juin, même fin juin, si vous avez besoin de signer un contrat aujourd'hui, ben, vous ne posez pas ce genre de questions, vous perdrez 2 mois, mais ce n'est pas très grave, on ne perd pas les clients, surtout, c'est le plus important, bien évidemment. Et puis, en ce qui concerne vos formalités de déclaration, que ce soit pour la création, que ce soit pour la déclaration du chiffre d'affaires, pour le paiement de vos cotisations, vous pourrez le faire à partir du site auto-entrepreneur.ursaf.fr. Alors, on a beaucoup de questions, Agnès, sur le chat, donc on va essayer d'y répondre un maximum. On pourra toujours, après ce webinaire, continuer à vous répondre. Pour ma part, je continue à vous répondre dans le chat. Mais bon, là, on va essayer d'en aborder un maximum. Alors, tu as abordé la franchise en base de TVA dans la micro. Donc, on a juste une petite question. Donc, on va essayer d'y répondre assez rapidement. Donc, le plafond de TVA en micro-entreprise vaut pour 2 années civiles consécutives. Oui, alors, vaut pour 2 années civiles consécutives. En fait, ce qui se passe, c'est que si vous ne dépassez pas 36 500 € ou 94 300 €, vous pouvez effectivement avoir un seuil de tolérance entre 2 taux pendant les fameux 2 ans dont parle la personne.
c'est entre 34 400 et 36 500. Et pour la vente, c'est entre 85 800 et 94 300. Là, vous pouvez y rester pendant 2 ans. En revanche, si vous dépassez les 36 500 ou les 94 300, à partir du premier jour du mois au cours duquel vous dépassez ce montant-là, vous êtes obligé de demander un numéro de TVA auprès du service des impôts des entreprises et de facturer la TVA à vos clients. Donc, ça veut dire que si vous vous apercevez qu'il y a une facture qui va vous faire basculer en fin de mois, essayez de voir s'il est possible de décaler un tout petit peu pour ne pas refaire vos factures depuis le début du mois, parce que déjà, ça sera du temps perdu pour vous. Ça sera très compliqué si vous avez affaire à des particuliers d'aller leur demander, par exemple, 20% de plus. Donc, à vous aussi de gérer, ça fera partie de la gestion de votre entreprise aussi. Voilà, exactement, c'est un point d'alerte. Donc, effectivement, même si en micro-entreprise, on a une comptabilité qui est ultra simplifiée, vous devez quand même suivre votre chiffre d'affaires assez régulièrement. Ce qu'il faut que vous sachiez par rapport à cette TVA aussi, c'est que l'auto-entrepreneur, en fait, c'est très simple. Une fois qu'on a créé, malgré tout, ça reste une entreprise individuelle qu'il faut vraiment créer avec toute l'attention, comme si vous créiez une énorme entreprise, c'est-à-dire l'étude de marché, le prévisionnel, déterminer vos prix de vente, etc., etc. Ça, c'est vraiment important. Et aujourd'hui, vous avez la possibilité, dans certains cas, et c'est pour ça que le prévisionnel est important pour vous, si vraiment le fait de ne pas récupérer cette TVA est vraiment une problématique pour vous, vous avez la possibilité aujourd'hui de demander à ne pas être en franchise de TVA justement depuis le début, c'est-à-dire de facturer de la TVA d'entrée de jeu, la récupérer, la facturer à vos clients. Donc, du coup, ça va dépendre du public à qui vous vous adressez, parce que si vous vous adressez qu'à des entreprises, vous lui facturez la TVA, elle va la récupérer. Vous ne lui facturez pas, eh ben, c'est neutre. Alors qu'un particulier, bien évidemment, ça peut être intéressant. Mais il y a des cas où, pour vous, ça peut être plus intéressant de demander de ne pas être en franchise de TVA dès le départ. Et ça, c'est possible depuis maintenant quelques années. Je vais avoir une question en lien avec la slide suivante, justement. Alors, effectivement, quand on est en micro-entreprise, si on a un faible chiffre d'affaires, est-ce qu'on a des faibles prestations sociales ? Alors, ça dépend pour lesquels. Alors, les prestations, on y reviendra peut-être tout à l'heure puisque ça fait partie d'un des sujets. Ce qu'il faut savoir, c'est que vous avez des prestations sociales qui sont les mêmes pour tout le monde, on y reviendra, et vous en avez qui sont liées effectivement à vos revenus. C'est le cas notamment pour les indemnités journalières maladie, mais c'est le cas également pour, bien évidemment, vos validations de trimestre de retraite de base et votre retraite complémentaire, tant qu'on a la réforme que l'on a aujourd'hui. Merci Agnès. Alors, si on en vient au taux, peut-être, ce qu'il faut que vous sachiez, c'est que ces taux forfaitaires, alors pour l'instant, on verra les taux qui seront pratiqués si vous avez l'ACRE, mais les taux globaux, on va dire, quand vous êtes dans de la vente, c'est 12,8%. Quand vous êtes en prestation de service, que vous soyez en BIC, bénéfices industriels et commerciaux, ou en BNC, bénéfices non commerciaux, vous êtes à 22%. Et si vous êtes en profession libérale qui relève de la CIPAV, alors là, je vous disais tout à l'heure, il y a une vingtaine de professions qui sont très diverses, hein, puisque ça va de l'architecte à l'architecte d'intérieur, ça passe par les psychologues, les psychothérapeutes, les ostéopathes, ça peut être les diététiciens, ça peut être aussi les guides conférenciers, les moniteurs de ski. Donc, vous voyez, les experts automobiles, c'est vraiment assez diversifié. Et là, vous serez à 22,20%. Auquel on ajoutera ce que je disais tout à l'heure, la contribution à la formation professionnelle qui sera de 0,10% si vous êtes dans la vente, si vous relevez des commerçants, de 0,30 si vous relevez des artisans et de 0,20 si vous êtes une profession libérale. Donc, vous voyez, c'est une contribution qui est très peu chère finalement et qui peut vous permettre d'avoir des aides financières pour justement suivre des formations. Et si vous optez pour le versement libératoire de l'impôt sur le revenu, et c'est souvent le piège parce qu'on voit les taux ne sont pas très importants, hein, c'est 1% dans la vente, 1,7 si on est en bénéfices industriels et commerciaux en prestation de services ou 2,2 en BNC, en bénéfices non commerciaux, eh bien on se dit, oh, ben, finalement ces taux ils ne sont pas très importants, je vais choisir ça. Mais ce n'est pas parce qu'ils sont pas importants qu'ils vont être intéressants pour vous parce que dans certains cas, avec des abattements qui seront faits, notamment pour frais professionnels de la part des impôts, si vous n'optez pas pour ce versement libératoire, qui sera, vous en avez peut-être entendu parler, de 71% si vous êtes dans la vente, 50% en bénéfices industriels et commerciaux et 34% en bénéfices non commerciaux, eh bien, ces abattements peuvent faire qu'au final, vous ne paierez pas du tout d'impôts. Donc, c'est pour ça que la simulation est vraiment importante
quelle que soit l'activité que vous allez faire. Et donc, on arrive éventuellement à des taux globaux que vous pouvez voir sur la ligne totale, auquel on ajoute bien sûr la contribution à la formation professionnelle. Merci. Donc ça répondait en fait à une des questions aussi. Donc voilà, le fait de payer donc cette contribution à la formation professionnelle, Agnès, tu l'as dit, ouvre droit donc aux micro-entrepreneurs, Oui. à des formations. Le deuxième cas après le micro-entrepreneur, donc c'est donc le travailleur non salarié. Enfin, là, on évoque en l'occurrence le travailleur non salarié. C'est ça. Donc on en revient. On est soit en entreprise individuelle classique, hors auto-entrepreneur, où on est gérant majoritaire d'une SRL, où on est gérant forcément majoritaire d'une EURL, puisqu'on est le seul associé. Donc, ça concerne ces personnes-là. Et là, on ne va pas raisonner en chiffre d'affaires, mais vos assiettes de cotisation vont être basées sur votre revenu professionnel. En sachant que, bien évidemment, quand vous allez commencer, comme vous êtes non salarié, on ne va pas connaître votre revenu et que dans un premier temps, on va vous calculer des cotisations provisionnelles sur des bases forfaitaires qui sont de 7 816 € en ce moment. Alors, quelle que soit l'activité, donc c'est plus ou moins adapté en fonction de l'activité que vous allez créer. Et donc, on va faire ces appels de cotisation provisionnelle ou provisoire, comme vous le souhaitez. Et lorsque vous ferez en fait votre déclaration d'impôt, donc entre le mois d'avril et le mois de juin, puisqu'en fait c'est une déclaration sociale et fiscale qui est fusionnée maintenant depuis 2 ans, que vous faites, et l'administration fiscale vous adresse le montant de la rémunération que vous avez réussi à vous verser sur cette activité professionnelle, et bien nous, à partir de cette base, on pourra régulariser le montant de vos cotisations. Alors, on a développé un service qui est très intéressant pour vous, même depuis le début, c'est-à-dire que si vous savez que ce montant de 7 816, en fait, ça ne correspond à rien, pour vous, c'est-à-dire que soit c'est trop, soit c'est pas assez, soit vous avez décidé de vous verser 0 de rémunération parce que vous avez peut-être des allocations auprès de Pôle emploi ou que vous êtes aussi salarié parallèlement et que vous souhaitez mettre un peu les fondations de votre entreprise de façon assez solide avant de vous verser une rémunération, eh bien, vous pouvez faire ce que l'on appelle une estimation de revenus à partir de votre espace en ligne. Et du coup, on va recalculer vos cotisations en fonction de cette base de revenus. L'idée pour nous est qu'une fois que vous aurez votre régularisation, donc si je prends un exemple de quelqu'un qui va créer en 2022, il fera sa déclaration de revenus en 2023, entre avril et juin, comme je vous disais. Et donc, c'est juste à partir de ce moment-là qu'on fera une régularisation. Mais si vous savez par anticipation que vous allez vous verser 0 ou que ces 7 816, en fait, ils ne correspondent pas du tout à la rémunération que vous allez vous verser, cette estimation permettra que votre régularisation, in fine, l'année suivante, soit la plus petite possible. Et moins la régularisation sera importante et moins vous aurez de problématiques. Bien sûr, si vous avez trop payé, ça sera un remboursement, donc ça, c'est toujours plutôt la bonne nouvelle. Mais si vous avez eu un revenu beaucoup plus important, eh bien, c'est important de ne pas avoir une régularisation trop forte parce qu'autrement, c'est là où on peut éventuellement avoir de gros problèmes pour pouvoir le payer. Donc, ça veut dire que ces estimations de revenus, vous pourrez le faire autant de fois que vous voulez dans l'année. Alors, on ne va pas le faire tous les mois, hein, on est bien d'accord, parce que ça fait partie aussi de la gestion, mais vous pourrez le faire plusieurs fois. Il n'y aura pas de pénalité si vous vous trompez et ça vous permettra de payer au plus juste les cotisations que vous devez payer. Donc là, on est sur des cotisations à peu près pour un non-salarié d'environ 50% par rapport à votre revenu, en sachant qu'il faudra prendre des compléments. Pourquoi? Parce que toutes les cotisations ne sont pas prévues quand on est indépendant volontairement, hein, c'est historique. On va dire que la protection sociale d'un travailleur non salarié, c'est plutôt quelque chose qui est à la carte. Il y a une protection sociale de base qui est correcte et après, on va aller rajouter des contrats, que ce soit pour la prévoyance, que ce soit pour la retraite, pour l'accident du travail ou les maladies professionnelles, puisque ce n'est pas prévu de base. Et on va rajouter aussi la mutuelle. Donc, ça veut dire qu'il va y avoir ce taux de 50% de base. On sait très bien que dès le départ, ça ne sera pas suffisant. Il faudra aller le renforcer, mais on pourra le faire à son rythme petit à petit. Et puis, une fois ces 2 premières années où je vous disais qu'on part sur des cotisations provisionnelles sur des bases forfaitaires, et bien à partir du moment où on connaît un de vos revenus, c'est-à-dire le dernier hein, de l'année précédente, on se basera toujours sur ce montant-là pour calculer vos provisions
des prochaines échéances. Puisque le principe du travailleur non salarié, c'est que vous serez toujours en train de payer des provisions et de régulariser. Et ces services que l'on a mis en place, c'est justement pour que ces régularisations soient les plus petites possibles et que du coup, eh bien, vous n'ayez pas de problème de gestion au moment de payer ces cotisations. Merci Agnès pour ces précisions. Le temps passe très très vite. On va donc passer cette fois comment est calculée finalement l'assiette des cotisations pour les entreprises qui sont à l'IR, puisqu'on a vu que donc, le régime fiscal avait un impact. Alors, on va faire rapidement là-dessus. C'est vraiment quelque chose de très schématique, mais c'est pour que vous compreniez bien le principe. En fait, quand vous êtes à l'impôt sur le revenu, je pars hors auto-entrepreneur, hein, on est bien d'accord. On va prendre votre chiffre d'affaires, on va déduire vos charges, vos frais de fonctionnement, etc., les cotisations sociales que vous aurez déjà commencé à payer de manière provisionnelle. Et le résultat de cela, ça va faire un bénéfice. Et ce bénéfice net, en fait, on va considérer que c'est votre revenu. Donc, si vous n'avez pas de frais, si vous n'avez pas besoin de mettre de trésorerie de côté, si vous ne voulez pas faire, justement, si vous ne voulez pas faire des économies pour faire de l'investissement dans 1 ou 2 ans sur du matériel plus important, il n'y a pas de souci parce que finalement, si le bénéfice que vous avez, c'est ce que vous versez en rémunération, vous payez les cotisations, tout va bien. En revanche, si vous devez faire ces mises à l'écart de ces provisions, de rester et d'avoir justement un petit matelas dans l'entreprise, eh bien, vous avez la possibilité de le faire. Hein, bien évidemment, il n'y a aucun souci, mais vous paierez toujours des cotisations sur le bénéfice. Je prends un exemple. Hein, vous avez un bénéfice, par exemple, de 20 000 euros. Et puis, vous dites, je laisse 10 000 dans l'entreprise et je me verse 10 000. Très bien, c'est possible, sauf que vous allez payer des cotisations sur les 20 000, donc à peu près 10 000 euros, donc à peu près ce que vous vous êtes payé. Donc, à réfléchir cette option de l'impôt sur le revenu, socialement, c'est très important de bien faire vos prévisionnels là-dessus. Alors que quand on est à l'impôt sur la société, eh bien, on est un peu sur ce principe-là, excepté que, si tu peux passer juste la diapo suivante, s'il te plaît, Audrey, excepté qu'on va toujours avoir le chiffre d'affaires, on va toujours déduire les charges, les frais, on va aussi déduire les cotisations sociales qui, en général, sont souvent prises en charge par l'entreprise. Mais en fait, vous allez payer des cotisations sur la rémunération réelle que vous allez vous payer. Et le bénéfice, en fait, de l'entreprise arrivera qu'après. Et c'est sur ce bénéfice qu'on calculera votre impôt sur la société. Et s'il reste encore de l'argent, c'est ce qu'on appelle le bénéfice net-net, une fois que vous aurez payé l'impôt sur la société, qui sera de 15% si vous êtes en dessous de 38 120 euros de bénéfice ou 25% au-delà. Eh bien, s'il reste encore de l'argent, c'est là-dessus que vous pourrez éventuellement vous verser des dividendes. Donc, vous voyez, d'un côté, je fais des cotisations sur un bénéfice et de l'autre, je fais des cotisations sur vraiment ce que je me verse comme rémunération. Donc, c'est vrai que c'est important de le préciser puisque finalement, hein, l'assiette de cotisation peut vraiment varier en fonction de l'un. De façon très importante. Voilà. Alors là, on va vraiment passer très, très rapidement. C'est juste un tableau récapitulatif pour vous donner une idée des taux qui sont applicables sur les différents risques. Hein. Les risques, c'est la maladie, la retraite, les allocations familiales, la CSG-CRDS, qui n'est pas un poste neutre, hein, puisque c'est à 9,7%. Donc, ça vous donnera une idée et ça vous donnera aussi les bases de calcul. Pourquoi je dis à peu près 50%? Parce qu'il n'y a pratiquement aucune base de calcul qui sont les mêmes. Il y en a qui sont calculés sur du revenu professionnel, d'autres sur des limites, d'autres sur du taux, etc. Donc, voilà, c'est pour ça, c'est juste un titre indicatif pour que vous puissiez aller le voir en suivant. Ok, donc là, quand on est TNS, on a une particularité. Oui, quand on est TNS, on a une particularité. C'est que même si on se verse 0 de rémunération, on va quand même avoir des cotisations minimales à payer. Pourquoi? Là aussi, ça a été volontaire parce que malheureusement, on sait qu'une entreprise, ce n'est pas linéaire. Hein, il peut y avoir, comme dans la vie privée, des hauts et des bas. Eh bien, vous pouvez avoir des années où malheureusement, vous n'avez pas de revenus. Pour autant, vous allez quand même avoir des cotisations minimales à payer qui vous permettront d'avoir un peu de protection sociale, notamment 3 trimestres de retraite de base, un peu d'indemnité journalière et de l'invalidité décès. Donc, ça correspond à peu près à 1 200 euros, on va dire globalement. Ça, c'est si vous avez 0. Et si vous gagnez un petit peu plus, mettons, vous n'avez que 2 000 euros, vous aurez ce montant-là à payer, plus
des cotisations qui seront calculées sur ces 2 000 euros. Ça sera pour la retraite complémentaire, ça sera pour la maladie, par exemple, ça sera pour la CSG, CRDS, que vous aurez un calcul sur le revenu réel que vous aurez. Très bien, merci. Et donc là, juste pour replacer dans le contexte, hein, parce qu'il y a un peu des gens qui peuvent être un peu perdus. Donc, on a évoqué le cas de la micro-entreprise, hein, qui est un cas bien particulier avec un régime social simplifié. On vient d'évoquer là de manière plus approfondie donc le travailleur non salarié. Donc, je rappelle, c'est l'entrepreneur individuel ou un gérant de SARL majoritaire ou un gérant associé unique de URL. Et maintenant, on a donc les troisièmes cas, donc le cas des assimilés salariés. Donc, pour replacer dans le contexte, les gérants minoritaires ou égalitaires de SARL ou encore tout ce qui va être président ou directeur général de SAS ou SASU. Exactement. Alors, si on résume, un auto-entrepreneur, il gagne 0 de chiffre d'affaires, il paie 0. Un travailleur non salarié, il gagne 0 de versement de rémunération, il paie des cotisations minimales. Un assimilé salarié, il se verse 0 de salaire, il paie aussi 0. Mais forcément, ceux qui se paient 0, en contrepartie, ils ont aussi 0 au niveau des prestations sociales. Donc là, quand on est assimilé salarié, qu'on choisit de ne pas se verser de salaire, ça peut fonctionner le temps où vous avez d'autres rémunérations à côté qui vous permettent de continuer à avoir une prestation sociale. Autrement, à un moment donné, vos prestations vont être forcément beaucoup diminuées. Donc, le mandataire social, je l'ai déjà dit au début, hein, il va être considéré comme un cadre, il va être vraiment assimilé salarié. Il va avoir des cotisations salariales et des cotisations patronales qui seront calculées sur ce salaire, sur bien évidemment tous les éléments de rémunération. On est à peu près à 80% du salaire net. Alors, pourquoi cette énorme différence ? Eh bien, simplement parce que là, vous avez une protection sociale, on va dire, entre guillemets, très complète, un peu de luxe, parce que tout ce qui n'est pas prévu de base pour les travailleurs non salariés, c'est inclus là, c'est-à-dire que vous avez la prévoyance, vous avez la mutuelle qui va être intégrée, parce que c'est une obligation, vous avez bien évidemment l'accident du travail qui, dans certains secteurs d'activité, est vraiment un pôle important. Vous avez d'autres pour le FNAL, enfin toutes les cotisations que vous connaissez à titre personnel si vous avez déjà été salarié. Donc, on est vraiment sur quelque chose de beaucoup plus complet. Et quand on est mandataire social, alors aucune cotisation bien sûr si on ne se paie pas de salaire, pour autant, il va y avoir des règles aussi de déclaration cette fois, puisqu'on va rentrer exactement dans le même régime que pour les salariés. Donc, tu peux changer la diapo si tu veux, Audrey. C'est-à-dire que pour faire vos déclarations, vous allez être obligé d'effectuer des déclarations sociales nominatives. En fait, cette déclaration, ça remplace toutes les déclarations qui existent pour faire vos déclarations sociales. Et en fait, le principe, c'est que votre entreprise fait une seule déclaration et tous les organismes iront chercher les informations dont ils ont besoin, que ce soit à titre individuel ou que ce soit pour l'ensemble de l'entreprise. Tant que vous ne vous versez pas de salaire en tant qu'assimilé salarié, vous n'êtes pas obligé de faire ces DSN. On ne vous connaît pas, vous êtes tranquille. Le jour où vous versez un premier salaire, même si c'est 500 euros, à partir de là, il ne faudra plus qu'il y ait de rupture puisque, quel que soit votre statut juridique, en fait, la déclaration, elle est toujours obligatoire. Donc, il faudra faire une déclaration sociale nominative à 0 pour pas qu'il y ait de rupture de déclaration, notamment pour les organismes prestataires qui iront chercher les liens dans vos déclarations. Donc, tant que vous n'avez versé aucun salaire, pas de problème, vous ne faites rien. Le jour où vous en versez un, eh bien, il faudra le faire. L'avantage que vous avez de ne pas relever du droit du travail, c'est que ces salaires, vous pouvez vous verser, entre guillemets, ce que vous voulez ou ce que vous pouvez, et vous pouvez avoir des mois où vous ne vous versez pas de salaire, verser un salaire plus complet le mois suivant, etc., augmenter votre salaire, le diminuer. Vous n'avez de compte à rendre à personne par rapport à ça. En revanche, cette déclaration, elle est assez complexe, donc on ne va pas rentrer dans le détail, mais de manière très générale, on va soit la confier à un tiers déclarant, qui peut être un expert comptable ou une société qui fait de la gestion de la paie, ou alors vous pouvez également adhérer gratuitement à une offre de service de l'URSSAF qui s'appelle le titre emploi service entreprise, où on simplifie vos formalités sociales
Et en gros, pour faire très simple, on vous fait les bulletins de paie gratuitement, on vous fait vos déclarations, on encaisse toutes les cotisations et on les reverse pour vous, etc., etc. Donc, on est vraiment dans quelque chose une simplification des formalités sociales. Vous pourrez aller regarder, si cela vous intéresse, le test.ursaf.fr pour avoir des informations complémentaires, en sachant que le mode de paiement, ça sera aussi en fonction de ce que vous choisirez, soit de passer par un tiers déclarant, soit de passer par le titre emploi service entreprise. Et je dirais que de manière globale, on a un site qui s'appelle mon-entreprise.ursaf.fr où vous pourrez aller effectuer des simulations et même faire un comparatif entre les 3 statuts de chef d'entreprise, auto-entrepreneur, travailleur non salarié, assimilé salarié. Et vous pouvez avoir des éléments de montant de cotisation de manière pratiquement instantanée, ou alors rentrer beaucoup plus dans le détail si vous savez ce que vous devez mettre en place au niveau social dans votre société, et vraiment pouvoir le faire. Et si un jour vous devez employer des salariés, vous pourrez aussi aller faire des simulations sur ce même site. Très bien, merci Agnès. Peut-être juste une précision. Donc, pour les gens qui seraient assimilés salariés, qui ne prennent pas de salaire, mais qui perçoivent l'allocation retour à l'emploi, est-ce qu'ils ont des prestations sociales? Alors, avec les allocations de retour à l'emploi, oui, bien sûr, sur la partie, ce que je disais, sur la partie assimilés salariés, non, s'ils ne se versent rien. Par contre, peut-être un petit conseil pour ceux qui ont des allocations de retour à l'emploi auprès de Pôle emploi, c'est quand vous êtes en société, c'est de faire une assemblée générale si vous souhaitez vous verser 0, de pouvoir le transmettre à Pôle emploi, comme ça, ils vous verseront la totalité de vos allocations et ne feront pas de restrictions, ne diminueront pas le versement de votre allocation en attendant d'avoir vraiment vos déclarations. Donc, si vous savez que pour une année complète, vous allez, par exemple, en début, vous n'allez pas vous verser de rémunération ou de salaire, eh bien, transmettez-leur ces informations. Merci Agnès. Donc voilà, là on a vu comment étaient calculées les cotisations sociales, quel était leur coût en fait en fonction du statut sous lequel on relevait. Et donc on sait maintenant qu'il existe sous certaines conditions des exonérations les premières années d'activité. Enfin, du moins la première année d'activité. Oui, voilà. Au plus, la première année d'activité. Alors, 2 cas très spécifiques. Si vous êtes auto-entrepreneur, vous êtes obligé de rentrer dans une liste de bénéficiaires. Donc, soit vous êtes demandeur d'emploi, indemnisé ou en cours d'indemnisation, soit non indemnisé mais inscrit depuis au moins 6 mois dans les 18 derniers mois, ou vous êtes bénéficiaire du RSA, ou vous avez moins de 26 ans, ou vous avez moins de 30 ans et vous êtes reconnu handicapé, ou vous habitez un quartier prioritaire de la ville, ou vous êtes bénéficiaire de l'ASS. Enfin, voilà, globalement, voilà les principaux bénéficiaires. Dans ce cas-là, il faudra compléter un formulaire de demande d'ACRE sur le site auto-entrepreneur.ursaf.fr pour nous l'envoyer, parce que c'est l'URSSAF qui gère ces dossiers ACRE. Et ça vous permettra de bénéficier d'un taux réduit. Alors, deux petites précisions par rapport à ça. Vous êtes obligé d'avoir l'ACRE si auprès de Pôle emploi, vous préférez obtenir l'ARS, c'est-à-dire les fameux 45% du capital, plutôt que l'ARE, c'est-à-dire le versement de vos allocations tous les mois. Donc, dans ce cas-là, vous êtes obligé d'avoir l'ACRE. Pour avoir l'ACRE, vous pouvez l'avoir, il faut simplement ne pas l'avoir déjà eu depuis au moins 3 ans, depuis la fin de l'obtention de l'ACRE précédent. C'est-à-dire que si vous avez eu l'ACRE, par exemple, je ne sais pas, en 2018, à cette époque-là, pour les auto-entrepreneurs, c'était 3 ans, l'ACRE, donc on va prendre 3 ans. Et on va remettre 3 ans avant que vous puissiez le demander. Donc, 2018, ça fait 2021. On reprend 3 ans, 2022, 2023, 2024. Il n'y a qu'à partir de 2025 que vous pourriez rebénéficier de l'ACRE tant que la réforme est celle d'aujourd'hui. Et j'en profite aussi pour tous ceux qui sont demandeurs d'emploi indemnisés au niveau des auto-entrepreneurs. Au moment de la déclaration de votre activité, il faudra bien choisir la déclaration mensuelle pour pouvoir donner vos justificatifs auprès de Pôle emploi et que là encore, ils vous versent vos allocations non seulement le plus rapidement possible, mais de la manière la plus complète. Donc, cet ACRE, pour les auto-entrepreneurs, ça va donner une exonération, une diminution de votre taux de cotisation pendant simplement, ça je l'ai déjà dit, pendant
1 an presque si vous commencez en début de trimestre et vous aurez 50% de cotisation en moins. C'est-à-dire que pour ceux qui étaient à 12,8, ils vont passer à 6,4, ceux qui étaient à 22, ils vont être à 11% et ceux qui étaient à 22,2, ils seront à 12,10% pour cette période où, si vous le pouvez, il est préférable de commencer donc en juillet, c'est le prochain début, juillet, octobre, janvier ou avril, et là, vous avez une année complète. Si vous commencez aujourd'hui, par exemple, on est une fin de trimestre, c'est-à-dire que je crée en juin, j'aurai ce taux réduit de cotisation de 50% jusqu'au 31 mars. J'attends le 1er juillet, ça sera jusqu'au 30 juin. Et l'ACRE, alors j'avais vu je crois que j'avais vu une question tout à l'heure, ça ne vous diminue pas vos droits. L'ACRE, en fait, c'est un cadeau. Donc, on ne vous donne pas quelque chose d'un côté pour le reprendre juste de l'autre. Du coup, voilà, on peut préciser qu'on valide bien des trimestres, même si on bénéficie de l'ACRE. Oui, absolument. Voilà. C'était effectivement une des questions du chat. Est-ce que, parce qu'on a toujours entendu depuis très longtemps, ce délai de 45 jours, est-ce qu'il existe toujours? Non. Alors, il n'existe plus depuis quelques mois maintenant. C'est-à-dire qu'il faut que vous fassiez votre demande d'ACRE en même temps que votre déclaration d'activité. Vous avez le formulaire, encore une fois, qui est dans la partie créée du site auto-entrepreneur.ursaf.fr. Vous pouvez le remplir en ligne, vous l'imprimez, vous le signez, vous le scannez. Et en dessous, vous avez juste l'adresse mail à laquelle il faut l'adresser avec un justificatif. Et comme ça se fait directement. Mais ce délai de 45 jours n'existe plus. Voilà, donc en fait, là, dans ce tableau, vous avez un récapitulatif de ce que vient de dire Agnès, donc sur les taux qui sont divisés par 2, finalement, pour les micro-entrepreneurs. Donc, pour les TNS et assimilés salariés, finalement, comment ça se passe? Alors là, contrairement aux auto-entrepreneurs, pas de formulaire, c'est automatique, sauf si vous avez déjà eu l'ACRE dans les mêmes conditions. Quand vous êtes en société, vous êtes obligé d'avoir le contrôle effectif de votre société. Donc, il faut que toutes les personnes qui peuvent avoir l'ACRE aient plus de 50%, à minima 51% départ. Et dans ce cas-là, vous allez avoir une exonération d'un certain nombre de cotisations. Alors là, c'est 1 an de date à date, je dirais. C'est-à-dire, si je crée aujourd'hui, on est le 29 juin, eh bien, j'aurai l'ACRE jusqu'au 28 juin 2023. Et là, vous allez avoir des exonérations. Alors, bien sûr, quand on est non salarié, c'est sur la totalité de votre rémunération. Ça va concerner les exonérations d'assurance maladie, invalidité décès, la retraite de base et les allocations familiales. C'est la même chose pour les assimilés salariés, excepté que ça s'appliquera aussi bien sur les cotisations salariales que sur les cotisations patronales. Et celles qui ne sont pas exonérées, on va dire comme d'habitude, un peu, la CSG, CRDS, la retraite complémentaire, la formation professionnelle, ça c'est pour les non-salariés. Et pour les assimilés salariés, les mêmes, mais auxquels on va rajouter celles qui n'existent pas chez les travailleurs non salariés, c'est-à-dire notamment le FNAL pour l'allocation logement, la prévoyance, la contribution solidarité autonomie, aussi l'assurance accident du travail, maladie professionnelle par exemple. Donc, si on veut juste préciser, l'exonération, elle sera totale en fonction des revenus. Hein, c'est bien ça, Agnès? Alors, pour l'ACRE, quand vous êtes travailleur non salarié ou assimilé salarié, vous allez avoir tout ce que vous pouvez avoir comme exonération, ce sera le maximum à partir du moment où votre revenu sera inférieur à 75% du plafond de la sécurité sociale. Donc, aujourd'hui, on est à 30 852 €. C'est pour ça qu'on n'a pas des chiffres ronds, parce que ce sont des pourcentages. Ça, vous avez le maximum d'exonération. Quand vous êtes entre ces 30 800, un peu plus, et le plafond qui est de 41 136, vous avez une exonération dégressive depuis le premier euro. Et quand vous êtes au-delà de ce montant des 41 136, eh bien, vous n'avez plus du tout d'exonération. Alors, d'un côté, c'est bien, parce que ça veut dire que vous pouvez déjà vous verser un salaire très correct ou une rémunération très correcte. Mais d'un autre côté, ben voilà, il n'y a pas d'exonération. Très bien, merci Agnès pour ces précisions. Donc du coup, quelle est la protection sociale dont on a le droit au final? Alors, il y a
prestations sociales qui sont exactement les mêmes, quel que soit votre statut. C'est le cas si vous allez chez le médecin pour la base de remboursement Sécu. C'est les cotisations, c'est, pardon, excusez-moi, quand vous allez chez le médecin, quand vous allez acheter des médicaments ou quand vous êtes hospitalisé, là, c'est pareil pour tout le monde. Les allocations familiales, c'est aussi exactement la même chose puisqu'en fait, c'est en fonction de la constitution de votre foyer et du revenu du foyer global. En ce qui concerne la formule de calcul de la retraite de base, pour les artisans, les commerçants et les professions libérales non réglementées, on est exactement sur la même formule de calcul que les salariés aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on est sur le principe de 50% du revenu moyen des 25 meilleures années. Ça veut dire qu'on est vraiment sur cette formule de calcul et que malheureusement, si vos revenus, si vous n'avez pas fait la déclaration, alors là, je parle un peu pour vous, pour dire attention quand même pour ceux qui envisageraient de ne pas forcément toujours tout déclarer, faire attention justement de ce côté prévention qui peut avoir des conséquences assez importantes sur votre retraite et sur vos prestations au niveau de la maladie. Donc, faites bien attention. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on a des artisans ou des commerçants, malheureusement, qui disent qu'ils ont une toute petite retraite de base. Et pour autant, c'est peut-être parce qu'ils n'ont pas forcément toujours tout déclaré, ou alors c'est malheureusement parce qu'ils ont une carrière professionnelle qui n'était pas trop lucrative et du coup, ils ont une retraite un peu comme quelqu'un qui aurait travaillé à temps très partiel toute sa vie et qui aurait une toute petite retraite. Mais autrement, si vous déclarez en fonction de ce que vous allez déclarer, eh bien, le calcul de la retraite de base sera vraiment la même. Là où il y a une grosse différence, c'est sur la retraite complémentaire et c'est ce que je vous ai expliqué tout à l'heure, notamment pourquoi, parce que même si vous gagnez très bien votre vie, vous aurez toujours des taux de non-cadre quand vous êtes non-salarié. Et du coup, forcément, la retraite complémentaire sera moins importante. Alors que si vous êtes assimilé salarié, comme vous êtes considéré comme un cadre depuis le premier euro, vous aurez bien sûr des cotisations beaucoup plus importantes, mais du coup, vous aurez aussi une retraite complémentaire beaucoup plus importante. Ensuite, pour les indemnités journalières maternité, on va dire, ou les indemnités journalières paternité, là, on est vraiment comme les salariés. Pour les mamans, en fait, c'est pareil, sauf qu'il y a même une petite allocation éventuellement en plus de repos maternel quand vous êtes non salarié. Bon, il y a des conditions bien sûr à remplir, mais vous pouvez avoir une indemnité, une allocation qui correspond à un mois du plafond de la Sécu, donc on est un peu plus de 3 400 € en ce moment. Et puis, celles qui sont vraiment différentes, c'est les indemnités journalières. Pourquoi notamment, ne serait-ce que sur le calcul, puisque quand vous êtes salarié, c'est calculé sur les 3 derniers mois, alors que quand vous êtes non salarié, c'est calculé sur les 3 dernières années. Et c'est pour cela qu'on vous incite vraiment à prendre une prévoyance complémentaire pour essayer de compléter un petit peu si vous êtes obligé de vous arrêter en tant que travailleur non salarié. Accident du travail, maladie professionnelle, là, vous avez la possibilité de prendre une assurance volontaire pour les travailleurs non salariés puisque ce n'est pas prévu de manière obligatoire. Là, ça sera quelque chose qu'il faudra prendre auprès de la caisse primaire d'assurance maladie et que vous verserez après à l'URSSAF, qui sera en fait le taux qui est appliqué dans votre secteur d'activité avec un abattement de 45% et en fonction de votre revenu, il y aura un calcul qui sera fait. Les grosses différences qu'il y a, c'est que vous avez les prestations quand vous êtes en indemnité journalière maladie que vous pourrez avoir si vous avez gagné de l'argent ne sont pas du tout les mêmes les prestations que quand vous êtes en accident du travail, notamment sur les prises en charge automatiques, sur ne pas faire l'avance de frais, sur des prestations complémentaires que vous pouvez avoir. Donc, c'est vraiment à réfléchir au niveau de cette assurance volontaire accident du travail. Formation professionnelle, là aussi, petite différence, puisque si aujourd'hui, vous avez peut-être tous un CFP, un compte personnel de formation avec de l'argent dessus, et si vous souhaitez suivre des formations qui sont homologuées par le CPF, eh bien, vous pouvez aller prendre de l'argent là-dessus. En revanche, quand vous êtes travailleur non salarié, la contribution dont on a parlé tout à l'heure va aller à des fonds d'organismes spécifiques. Quand vous êtes commerçant, c'est l'AGFIS. Quand vous êtes artisan, c'est le FAFCEA. Quand vous êtes profession libérale, c'est le FIFPL. Et là, ce sont des formations spécifiques en fonction de votre secteur d'activité où vous pouvez avoir ces fameuses aides financières dont je parlais tout à l'heure. Et pour la mutuelle santé, eh bien, autant elle sera intégrée si vous êtes assimilé salarié. Pour tous les autres, il faudra prendre une mutuelle en plus. Alors, plusieurs choix hein, quand vous êtes non salarié. Je crois que j'ai vu une question tout à l'heure en début. Si vous êtes encore en portabilité par rapport à votre ancien job, eh bien, vous gardez la portabilité le temps que vous pouvez la garder. Après, soit vous en prenez une à titre personnel, soit vous êtes couvert par quelqu'un d'autre.
vous choisissez la mutuelle en fait, que vous souhaitez. Merci Agnès. Voilà, le temps est passé très vite et on a eu énormément de questions. Mais voilà, il faut savoir que finalement, il y a quand même des services d'accompagnement, il y a des services en ligne, on retrouve beaucoup d'informations pour pouvoir justement éclairer tous nos porteurs de projets, tous nos créateurs d'entreprises sur les cotisations sociales. Et on le rappelle, il y a énormément de simulateurs aussi, puisque tu les as évoqués tout au long de ce webinaire. On a énormément de dispositifs finalement qui existent pour pouvoir retrouver toutes ces informations. Est-ce que tu peux nous en dire un mot très rapide, parce qu'on a Oui, alors très rapidement, au niveau des services en ligne, en fait, quel que soit le statut que vous allez choisir, vous aurez un espace en ligne, je dirais un peu comme un compte bancaire en fait. Et du coup, il faudra simplement que vous ayez ce compte en ligne où vous aurez un tableau de bord, où vous aurez vos prochaines échéances à payer, où vous pourrez faire vos déclarations en tant qu'auto-entrepreneur, où vous pourrez faire une demande d'estimation de revenus en tant que travailleur non salarié, où vous pourrez télécharger des attestations, notamment une, je fais juste une petite parenthèse là-dessus, l'attestation de vigilance, qui prouve que vous êtes bien déclaré, que vous êtes à jour de vos cotisations et qui peut vous être demandé par vos fournisseurs, par vos partenaires, si vous répondez à des marchés publics, par vos clients. Donc, tout ça, c'est important. Vous aurez aussi, on a des accompagnements personnalisés en fonction de votre région. Les URSSAF ont des accompagnements personnalisés pour les créateurs d'entreprises une fois que vous les créez pour vous accompagner dans ce début d'activité. Vous avez la possibilité de prendre des rendez-vous avec nous. Dans certaines régions, vous pouvez aussi vous rendre sur place dans les accueils communs sans rendez-vous à certains moments. Donc, n'hésitez pas. Si un jour, plus tard, et j'espère jamais, mais vous avez des difficultés, surtout ne faites jamais l'autruche. Sachez qu'on est votre partenaire et qu'il y a aussi des services qui sont mis en place pour vous aider dans des cas particuliers. Ben là, en ce moment, il y a eu beaucoup d'intempéries. Ben voilà, on est là pour aider aussi les entreprises dans ces cas-là, pour ne prendre qu'un exemple. On est présent aussi sur les réseaux sociaux. On a une chaîne YouTube, l'Actu des URSSAF, sur laquelle vous pouvez retrouver aussi soit des webconférences sur la création d'entreprises, que ce soit les auto-entrepreneurs d'un côté ou sur les autres statuts. On a aussi des minutes auto-entrepreneurs. Et puis après, vous verrez que quand vous serez vraiment dans le vif du sujet, on a aussi des webconférences sur beaucoup d'autres sujets, comme peut le faire également BPI, bien évidemment. Donc, n'hésitez pas. On a développé aussi des chatbots sur certains, des assistants virtuels sur certains sites Internet pour que vous ayez un peu le choix en fait du canal de communication par lequel vous souhaitez avoir des informations. N'hésitez pas à regarder nos actualités aussi. Faites attention, alors je ferai peut-être deux petites alertes. Attention aux arnaques. Malheureusement, quand vous créez une entreprise, vous pouvez avoir des courriers qui vous semblent tout à fait officiels, qui vous demandent de l'argent. Sachez que les auto-entrepreneurs, vous n'avez rien à payer. Donc, voilà, attention. Commencez par ne pas payer si vous avez un doute. Si vous avez un doute, appelez-nous, appelez BPI, enfin appelez qui vous voulez, mais ne payez pas parce qu'après, c'est compliqué. Faites attention pour les autres aussi. Il peut y avoir des vagues comme ça de tentatives de fraude. Donc, on est là aussi pour vous accompagner à ce moment-là. Oui, effectivement. Et puis, vous retrouverez aussi également beaucoup d'informations sur le site bpifrance-création.fr via différentes applications, les carnets d'adresses quand vous cherchez des réseaux d'accompagnement, parce que n'hésitez pas à vous faire accompagner. Vous avez compris, le choix du statut a une importance et un impact sur sa protection sociale. Donc, il ne faut pas hésiter à rechercher toutes les informations sur le site bpifrance-création.fr, mais bien évidemment aussi donc, sur tous les réseaux de l'URSSAF. Et un grand merci pour votre participation. Merci Agnès. C'était très dense, mais très intense, mais utile, je pense. Et vous retrouvez encore une fois donc, ce webinaire à partir de demain en replay sur le site bpifrance-création.fr, ainsi que la présentation qui sera en téléchargement. Et puis, encore une fois, merci d'être toujours aussi nombreux à nos webinaires. Et puis, je vous donne rendez-vous au prochain webinaire qui sera maintenant en septembre. Donc, je vous souhaite à tous d'excellentes vacances, parce que ça va être aussi la période estivale. Et puis, je vous dis à tous à très bientôt. Et moi, je voulais juste vous souhaiter beaucoup de réussite dans toutes vos créations. Et c'est vraiment une belle aventure de créer, mais
faites-le bien accompagné, restez pas tout seul pour créer votre entreprise. Voilà, un grand merci encore Agnès et puis à très bientôt.